de dire à quel point la construction européenne a été un acquis majeur pour tous les Européens et évidemment au-delà de l'Union européenne. L'intégration des pays européens, la Belgique en tête, dans cette construction politique inédite a permis, depuis sa construction, d'assurer la paix au sein de l'Union, au-delà de ses frontières, de favoriser une vitalité économique et le bien-être de ses habitants. C'était évidemment l'objectif. On doit, dans ce contexte, souligner aussi le rôle quand même extrêmement important du Royaume-Uni tant lors de la Première Guerre mondiale que lors de la Deuxième Guerre mondiale. Il n'est donc pas question de mesures de représailles, c'est un partenaire historique. Ceci étant, le 23 juin, les Britanniques ont finalement décidé de sortir de l'Union européenne et si l'on reconnaît que c'est un résultat qui a été obtenu de manière démocratique, malgré la désinformation, on ne peut que regretter ce résultat. Et ce résultat nous amène vers une grave période d'incertitude pour l'Europe et l'intégration européenne. Il va aggraver des tensions préexistantes et des crises auxquelles justement l'Union européenne doit faire face. Ne nous fermons pas les yeux, la situation européenne était déjà insatisfaisante avant le Brexit. On ne pouvait pas se féliciter de la situation telle que nous la connaissions. Juncker disait en 2014 « l'Europe n'enchante plus ». Donc le départ annoncé et voté, le leave des Anglais, vient rajouter une forme de chaos aux difficultés déjà existantes. Alors, nous avions cédé de manière assez peu glorieuse au chantage de David Cameron en février dernier. Cela n'aura servi à rien. Peut-être que ça a encore même un peu affaibli l'idée européenne que l'on pouvait avoir. Toujours est-il que aujourd'hui, on doit constater, et les Anglais le constatent aussi, c'est que Cameron a entraîné son pays et toute l'Europe aussi dans un pari politique extrêmement dangereux. La devise britannique aujourd'hui est au plus bas depuis 31 ans, moins 12,5%, et on voit déjà certains signes de panique sur le marché immobilier. Alors, il y a des risques économiques, on l'imagine bien. Les marchés ont horreur de l'instabilité, de l'incertitude. La décision du Royaume-Uni va les servir en matière d'incertitude. Plusieurs inconnus restent évidemment, puisqu'on ne sait pas quelle forme ce Brexit va prendre et on ne sait même pas quand il va se matérialiser concrètement. Est-ce qu'il sera suivi d'un accord de libre-échange avec le Royaume-Uni, Royaume-Uni qu'on appelle d'ailleurs Royaume disuni aujourd'hui, tant il est vrai que et les Irlandais et les Écossais ne partagent absolument pas cette volonté de quitter l'Europe. Que faire dès lors pour limiter les conséquences néfastes du Brexit, mais également bénéficier et renforcer les opportunités éventuelles qu'on peut en tirer? Nous n'avons pas d'études concernant la Wallonie scientifique. Monsieur le ministre-président, peut-être pourrez-vous nous donner des informations maintenant que nous savons que le leave est donné gagnant. Est-ce que nous pouvons avoir des éléments d'information? Est-ce qu'une étude sur les opportunités, sur les faiblesses est disponible ou pourrait l'être à moyen terme? Nous savons que le Royaume-Uni est un de nos partenaires, que la Belgique est fort exposée au Brexit et que les flux vont d'ailleurs dans les deux sens, puisque durant les 15 dernières années, le Royaume-Uni a investi chez nous plus de 780 millions d'euros, occupant ainsi la 6e place des principaux pays investisseurs. Cela me semble, je salue l'arrivée du ministre Marcourt, et cela me semble justement une bonne chose, comme le ministre l'a annoncé, de mettre en place un groupe de travail au niveau wallon, associant la WEX et la Chambre wallonne d'industrie, pour suggérer au gouvernement wallon des recommandations. À cet égard, est-ce que nous pourrions avoir déjà plus d'informations? Est-ce que ce comité, ce groupe de travail s'est déjà réuni? Par ailleurs, Monsieur le ministre-président, vous avez également insisté sur les opportunités, et je pense qu'il faut voir cet aspect. À toute chose, malheur est bon. Quel est le plan de bataille
afin de renforcer les liens qui peuvent l'être, d'attirer les investisseurs, les entreprises, de mener des projets, comme vous l'avez évoqué, quelles sont les actions que nous pourrions mener. Et puis le fédéral a évidemment un rôle à jouer en la matière, et donc quel est l'état des contacts entre les niveaux de pouvoir. L'AWEX sera le représentant wallon au sein du groupe d'experts. Quelle est la feuille de route de ce groupe d'experts et où en est-on en ce qui concerne le helpdesk dont le ministre fédéral Chris Peters a évoqué la création à destination des entreprises. Alors, les risques, autres risques encore, et ceux-là nous font particulièrement peur, ce sont les risques liés à l'expression ces dernières semaines d'une montée des actes et des propos xénophobes au Royaume-Uni. Mais pas qu'au Royaume-Uni d'ailleurs. Il faut être particulièrement intransigeant dans la lutte contre ceux-ci. Il y a un risque vital concernant l'avenir même du projet européen et les valeurs humanistes qui le portent et la possibilité d'une désagrégation de l'Union européenne. À travers l'Europe, que ce soit en Pologne, aux Pays-Bas, en France, plusieurs leaders populistes ou d'extrême droite n'ont pas caché leur joie et réclament à leur tour une sortie de leur pays de l'Union européenne. Et aujourd'hui, la Hongrie a décidé d'organiser le 2 octobre un référendum anti-réfugiés, et ce de manière totalement contradictoire aux traités et aux règles européennes. Donc on sent que le climat est particulièrement dangereux et que l'Europe pourrait renouer avec ses vieux démons, ses replis identitaires et les sirènes populistes et démagogiques. Alors, des questions et des craintes se posent encore depuis plusieurs mois, nous le savons, concernant les fameux traités TTIP et CETA. Suite à ce Brexit, est-ce que je pense que nous pourrions nous interroger sur la vision de la suite de ces traités. Que va-t-il en être à présent que le Royaume-Uni va quitter l'Union européenne. Le Canada a négocié avec 28 partenaires. Il y en a un qui ne fait plus partie. Les Anglais ne sont plus, le Royaume-Uni n'est plus partie prenante. Est-ce que ces négociations pourraient être réouvertes? Est-ce que les contraintes mises par les Anglais et le Royaume-Uni, elles sont souvent nombreuses, vont rester dans ce traité? Et toujours à ce sujet, comme mon collègue Azé, je me réjouis aussi de l'annonce faite par la commissaire Malmström de qualifier finalement le CETA d'accord mixte, malgré le fait qu'on peut s'inquiéter de la décision d'une entrée en vigueur anticipée. Monsieur le ministre-président, le Brexit a des ramifications, on le voit en Europe. Est-ce qu'il sonne le glas du rêve européen et tel que le concevaient ses fondateurs, ou au contraire, est-ce que c'est un électrochoc? Et nous devons, à mon sens, je partage votre point de vue, le voir comme un électrochoc qui nécessite l'urgence d'agir, de s'organiser différemment, de se réveiller, d'obliger les dirigeants européens à être plus visionnaires, d'éviter un émiettement définitif et de reconstruire un projet européen. C'est une opportunité pour relancer et faire avancer l'Europe. Alors, nous pourrions aussi, pour avoir des projets extrêmement concrets, passer en revue, par exemple, c'est une idée parmi d'autres, toutes les thématiques où on nous a dit qu'il y avait des blocages depuis des années à cause du Royaume-Uni. On pourrait reprendre ces thématiques et voir ce que déjà ensemble on pourrait faire, puisque c'était normalement les Anglais qui nous ont empêchés. Donc voilà des thématiques concrètes au bénéfice des populations, au bénéfice des citoyens, qu'on pourrait passer en revue et dans lesquelles déjà l'Europe pourrait agir. Ce lundi, en commission du budget, le ministre du budget a également une phrase un peu sibylline en disant que le Brexit pourrait être une opportunité dans le sens où il pourrait être l'occasion d'avoir un dialogue plus large avec l'Union européenne pour favoriser la relance et sortir de la trajectoire des investissements qui sont productifs. Est-ce que, en d'autres termes, ça peut être l'occasion de rediscuter des fameuses trajectoires et notamment des normes SEC à tort ou à raison incriminées dans les difficultés pour investir. En tout cas pour le CDH, il est urgent de se ressaisir, de ne pas laisser le champ libre, d'une part à ceux qui voient l'Union européenne comme une zone de libre-échange, et ceux qui, d'autre part, veulent profiter des crises actuelles pour remettre en cause ce projet auquel nous sommes particulièrement attachés. Pour le CDH, la réponse
à la question « Quel projet européen voulons-nous ?», cette réponse ne doit faire l'objet d'aucun doute, vu le rôle de la Belgique et vu, je pense, un certain consensus que nous pouvons avoir ici et que nous pouvons avoir en Belgique et que nous pouvons avoir avec les différents gouvernements fédéraux, régionaux, communautaires. La réponse, c'est que nous devons défendre ensemble une citoyenneté active basée sur les valeurs de la Charte européenne des droits de l'homme, une politique économique, fiscale, sociale intégrée en faveur de l'emploi, une stratégie commune d'investissement dans les réseaux de transport, d'énergie, de télécommunications, une véritable politique industrielle technologique d'avenir, une union bancaire et monétaire forte, des mécanismes de solidarité entre les États membres, un espace de libre circulation et de sécurité. Et à cet égard, le départ du Royaume-Uni, qui est quand même encore une des grandes puissances militaires, est également interpellant. L'affirmation de la voix européenne au niveau mondial et une politique climatique ambitieuse. Je vous remercie, Monsieur le Ministre-Président, avec le gouvernement, de vous investir totalement dans ce projet de relance et de travailler ainsi, main dans la main, avec les autres entités du Royaume et avec le gouvernement fédéral. C'est conforme à nos intérêts et aux intérêts de l'Europe. Je vous remercie. Merci. Nous passons à Monsieur Gillot.